Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre webinaire diffusé en direct sur le site du Moniteur. Il y a quelques jours, Sundar Pichai, le patron de Google, a annoncé que 20% de ses salariés, sur les 200 000 salariés, ne feraient pas de retour en arrière sur le télétravail. Depuis le début de la pandémie, on a vu qu'il y avait énormément de changements entre télétravail, flex office, aménagement des espaces, téléenseignement. L'immobilier se trouve évidemment directement impliqué par cette nouvelle normalité, que ce soit dans le public ou dans le privé. Colliers, société de conseil en immobilier d'entreprise, en association avec Bearing Point, cabinet de conseil en management et technologie, accompagne, avec l'appui de l'UGAP, ces transformations. Pour ce webinaire, les équipes de Colliers France et de Bearing Point vous invitent à découvrir comment deux acteurs publics, la métropole de Nice et Montpellier Business School, ont entrepris leur mutation pour en faire une success story. Quelle place occupe le parc immobilier pour un acteur public? Comment les acteurs publics doivent-ils être accompagnés? Comment la métropole de Nice, d'une part, et la Montpellier Business School, d'autre part, ont-elles réussi leur transformation immobilière? Voilà quelques questions que nous allons aborder avec nos 4 invités. Tout d'abord, Aymeric Boone, qui est directeur Business Development chez Colliers. Olivier Schapper, qui est associé chez Bearing Point. Et puis nous avons en duplex Bruno Ducasse, qui est directeur général de la Montpellier Business School, et Michel Turcot, qui est directeur du pôle moyen et stratégie immobilière de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la ville de Nice. Alors dans un premier temps, comment gère-t-on son parc immobilier quand on dispose d'une mission de service public? Dans un second temps, nous verrons pourquoi se faire accompagner dans cette démarche. Puis Montpellier Business School, comment une grande entreprise, comment une grande école de management, gère son immobilier pour coller à sa stratégie. Enfin, métropole de Nice-Côte d'Azur, repenser l'immobilier en se faisant accompagner. Oui, mais comment et par qui? Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons au cours de ce webinaire. En amont de notre discussion, Olivier Schapper, en une phrase, est-ce que vous pouvez nous parler des missions de Bearing Point? Oui, bonjour à tous. Bien, Bearing Point est un cabinet de conseil en management de 1000 personnes en France et de 5000 personnes dans le monde, essentiellement en Europe. Alors, comme de nombreuses structures de conseil, nous avons une organisation matricielle avec des collaborateurs spécialisés par secteur d'activité, banque, assurance, industrie, transport, secteur public qui représente quand même un quart de nos activités, et des collaborateurs qui, comme moi, sommes spécialisés sur des offres ou des lignes de service, en l'occurrence l'immobilier. Alors, on a aussi des experts en finance, en RH, en supply chain, en technologie digitale. Et donc, pour terminer sur les activités de conseil immobilier que je dirige, on est environ une trentaine et nous couvrons essentiellement des missions de schéma directeur immobilier, d'organisation de la fonction immobilière, pilotage de projets immobiliers et ce qu'on appelle l'immobilier digital. Merci. Aymeric Boone, donc vous êtes en charge du business développement chez Colliers. En une phrase toujours, quel est le spectre des missions de la société en général? Alors, Colliers International, c'est une implantation dans 67 pays dans le monde. Nous sommes 18 000 collaborateurs. Nous intervenons exclusivement dans le domaine du conseil immobilier. Et en France, nous sommes 200 collaborateurs et nous intervenons pour conseiller et les grands utilisateurs privés et publics et les grands institutionnels propriétaires. D'accord. Alors en duplex, on a donc Michel Turcot, vous êtes en charge du dossier immobilier pour la métropole de Nice. Est-ce que vous pouvez succinctement nous décrire le parc immobilier aujourd'hui de Nice? Bien, la ville de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur ont mutualisé leurs ressources pour faire, comme tout le monde, des économies d'échelle. Et globalement, nous sommes sur un parc immobilier de 2500 lots qui représente 1,2 million de mètres carrés, avec au niveau du non bâti 522 hectares en gestion directe. Et ça pour permettre le fonctionnement de deux collectivités, donc la métropole et la ville de Nice, qui regroupent 13 000 fonctionnaires ou agents publics. D'accord. Et alors en duplex, toujours, on a Bruno Ducasse. Bruno Ducasse, vous êtes directeur général depuis 2 ans de la Montpellier Business School. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça représente en termes de locaux et d'utilisateurs aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais préciser que le Montpellier Business School est une association de loi 1901
mais dont les membres sont quasiment que des personnes publiques. Donc, on est soumis aux mêmes contraintes que les établissements publics ou les collectivités territoriales pour tout ce qui concerne nos achats. Donc aujourd'hui, Montpellier Business School, c'est un campus qui représente environ 14 000 m² de surface de plancher sur un terrain de 6 hectares. Ce sont des locaux qui ont été construits il y a un peu plus de 50 ans, qui ont été agrandis, d'autres constructions ont vu le jour autour du bâtiment principal. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3800 étudiants. Ils ne sont pas en permanence sur le site parce que notre particularité, c'est d'avoir presque 1500 apprentis qui sont là une semaine sur 4. Et nous avons un peu plus de 300 salariés. En termes d'enjeux stratégiques, notre campus, c'est notre vitrine pour attirer des étudiants français et étrangers, puisqu'on est en concurrence avec des écoles à la fois en France, mais également partout dans le monde. D'accord. Et un chiffre pour vous montrer un peu l'évolution prévisionnelle, on est sur des prévisions d'un peu plus de 5000 étudiants à horizon 2025-2026. D'accord. Et donc ça, on verra tout à l'heure comment ça a impacté la réflexion sur le futur campus. Alors pour commencer ce webinaire, nous allons tenter de décrire la spécificité du parc immobilier pour un acteur public. Et d'ailleurs, on va entamer avec une petite vidéo qui va présenter l'UGAP, la centrale d'achat qui accompagne les politiques publiques. Afin de simplifier la commande publique, l'UGAP a sélectionné le groupement Colliers et Bearing Point en collaboration avec Alès et Associés et Ginestier Magellan pour accompagner les acteurs publics dans leurs projets immobiliers. Vous êtes une collectivité territoriale, une entreprise publique, l'État ou un établissement hospitalier et vous avez besoin d'être accompagné sur une problématique immobilière? Notre groupement vous accompagne pour répondre aux enjeux auxquels font face les administrations publiques. Nous réfléchissons avec vous sur votre stratégie immobilière, la recherche, la cession d'un bien immobilier et l'aménagement de vos environnements de travail. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire français. L'UGAP vous permet une rapidité d'exécution, une démarche administrative simplifiée, personnalisée et adaptée à vos besoins. Notre groupement maîtrise toute la chaîne de valeur immobilière, c'est pourquoi nous saurons vous accompagner sur l'ensemble de vos projets et faire de votre immobilier un levier de transformation. Michel Turcot, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers pour les acteurs publics concernant leur patrimoine immobilier? Ma réponse a plusieurs sens. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Non, pas en particulier. Je pense que les enjeux de l'immobilier sont les mêmes pour tout le monde, pour le public ou pour le privé. Il y a des enjeux de rationalisation. Notre collègue de Montpellier l'a dit, il y a aussi des enjeux d'image. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux d'hygiène et de sécurité et de confort de nos collègues. Il y a des enjeux d'accueil du public. Mais je dirais que ces enjeux sont des enjeux totalement partagés pour tous les gens qui gèrent un patrimoine. La pandémie nous a fait comprendre qu'il fallait un petit peu revoir les espaces de travail et d'enseignement, on le verra aussi avec Bruno Ducasse. Qu'est-ce que vous faites comme constat sur ce sujet, Michel Turcot, toujours? Vous avez ouvert en parlant effectivement de Google qui disait qu'une grande partie des gens ne feront pas machine arrière. Et le constat que nous faisons à la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice est à peu près similaire. C'est que nous avons découvert, à pas forcer, mais comme tout le monde, des nouveaux modes de gestion. Nous avons dû nous adapter et qu'effectivement, on pense vraiment que beaucoup d'agents ne feront pas la machine arrière et continueront à travailler depuis la maison ou de tiers-lieux. Et donc, on repense notre immobilier et notre façon de travailler, notre enjeu au travail, et ce que nous attendons du travail et ce que le travail attend de nous, au regard de l'expérience que nous avons vécue. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'immobilier aussi avec cette notion de nomadisme, d'une certaine manière. Oui, l'immobilier
l'immobilier n'est pas une fin en soi. On ne fait pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier, surtout dans les collectivités territoriales. Mais globalement, l'immobilier, puisque là on parle des postes de travail très spécifiquement, l'immobilier est un des outils à la disposition de la RH pour travailler. Et effectivement, si on travaille sur le nomadisme des agents, il faudra que l'immobilier s'adapte. C'est une évidence. Pour vous, il y a eu un effet d'accélération de ces changements qui étaient prévus, justement? C'est indéniable. On est passé avant la pandémie avec une quinzaine de pourcents de personnel qui travaillait un jour ou deux en télétravail, soit dans des tiers-lieux, je le disais, ou soit à leur domicile, à certains services qui ont travaillé entre 60 et 80% en télétravail. Et on s'est aperçu que, passé la surprise des premiers jours qu'on a tous vécu, je le pense, globalement, très vite, les services ont repris à plein rendement. Donc oui, le Covid a été un catalyseur d'un changement de méthode de travail. Ce qui veut dire aussi que dans le cadre de votre réflexion sur l'immobilier, il y a aussi une réflexion RH que vous avez menée avec les ressources humaines de la métropole et de la ville. Oui, on a eu la chance dans la malchance, c'est que nous faisions le diagnostic immobilier avec le partenaire Bearing Point pendant le Covid. Et effectivement, comme on était au cœur de la tempête, on en a tiré de suite les conséquences, les réflexions. Et avec nos collègues qui gèrent les ressources humaines, nous sommes adaptés. D'ailleurs, c'est le propre de chaque organisation de s'adapter en permanence. Bruno Ducasse, vous, dans le cadre d'un établissement d'enseignement, quels sont les enjeux de cette réflexion sur l'immobilier? L'enjeu principal d'un campus, c'est de pouvoir accueillir des étudiants, dispenser des cours dans de bonnes conditions et d'être attractif par rapport aux autres grandes écoles de management qui peuvent exister en France et à l'étranger. Donc on doit avoir sur un campus des lieux d'enseignement, mais également des lieux de vie pour les étudiants. Je ne parle pas forcément là de résidence étudiante, c'est encore un autre domaine, mais il faut qu'on puisse proposer, par exemple, un espace de restauration, une cafétéria, qu'on ait des espaces de coworking pour que les étudiants puissent faire leurs travaux en petits groupes, qu'on ait bien entendu des amphithéâtres aussi, et des salles de cours. Qu'on ait des lieux où nos enseignants-chercheurs peuvent travailler en toute tranquillité, tout en recevant des étudiants qui ont des renseignements à leur demander en dehors des cours. Et on est en plein projet immobilier au moment où justement la pandémie a surgi. Donc ça nous questionne aussi par rapport au projet de nouveau campus, de voir comment on va pouvoir traduire ça dans les nouveaux espaces. D'accord. Olivier Chaper, quelle est la particularité de l'immobilier concernant un acteur public selon vous? Alors, un peu par opposition au secteur privé, l'immobilier chez un acteur public, et notamment les collectivités, recoupe une variété de typologies d'actifs très riches, des bureaux, des logements, des commerces, des équipements, même des lieux de culte, que bien sûr les acteurs privés, alors je parle des grands utilisateurs bien entendu, n'ont pas, chez qui de façon schématique l'immobilier se ventile entre du tertiaire et des sites industriels. En outre, le public est caractérisé par un mode de détention où la propriété reste importante, alors que le privé est majoritairement locataire de ses bureaux, notamment après des vagues d'opérations de sell and leaseback dans les années 90-2000. Du coup, je dirais que la stratégie immobilière est plus riche, plus complexe dans le public, puisqu'elle doit s'apprécier de façon distincte par typologie d'actifs et prendre en compte le mode de détention aux propriétaires de façon plus marquée que dans le privé. Après, l'immobilier, c'est quand même le deuxième poste après les salaires. Il y a une forme d'obligation, je dirais, vis-à-vis des citoyens contribuables, d'optimiser les surfaces, valoriser le parc, avec une finalité de réduction des coûts immobiliers et de faire en sorte que l'immobilier soit contributif à la performance économique de l'organisation. Aymeric Boon, pour vous, c'est un levier de transformation, l'immobilier?
Pour un acteur public. Hein. Ça a toujours été un levier de transformation, mais c'est d'autant plus net dans le cadre de la crise du Covid, qui est arrivé comme un super booster de transformation, puisque, comme le disait M. Turcot notamment tout à l'heure, oui, les établissements publics menaient des réflexions pour transformer les espaces de travail notamment, mais là, on a eu cette lame de fond qui est arrivée et qui a fait brusquement franchir un cap aux établissements publics, alors que le monde du privé réfléchissait depuis un certain temps à ces transformations. Donc, le public a eu le mérite de transformer cette espèce de contrainte en opportunité, et aujourd'hui, il y a vraiment des établissements publics, comme ceux que nous avons aujourd'hui autour de la table, qui ont vraiment pris à bras-le-corps cette opportunité pour transformer fondamentalement les espaces de travail, avec une question de fond, c'est comment j'occupe mes mètres carrés qui sont souvent vides aujourd'hui, et de manière pérenne, c'est-à-dire que c'est un pli qui est pris pour longtemps, puisque l'établissement public constate, comme le privé, que finalement, le télétravail, ça fonctionne, alors que c'était loin d'être un acquis il y a quelques mois. Et du coup, un des enjeux, c'est comment je fais pour finalement faire en sorte que mes agents reviennent travailler sur les espaces de travail. Donc c'est une vraie réflexion de transformation des espaces, notamment vers des espaces communs, parce que quand on vient au bureau, aujourd'hui, on a envie de venir au bureau pour rencontrer ses collaborateurs. Ouais. Alors, on a vu les enjeux et la spécificité de l'immobilier pour les acteurs publics. On va voir maintenant comment on peut les accompagner. Alors, Olivier Schapper, comment est-ce qu'on accompagne un acteur immobilier dans sa démarche, un acteur public, pardon, dans sa démarche immobilière ? Je dirais que les schémas directeurs immobiliers restent l'accompagnement de base et fondamental des grands utilisateurs publics, alors pour plusieurs raisons, mais rappelons quand même que le schéma directeur immobilier se base sur un diagnostic de chaque actif du parc et vise à projeter ces actifs à échéance de 5-15 ans, à partir aussi des besoins et des évolutions de mission exprimées par les directions ou les usagers, et aussi des axes stratégiques de l'organisation. Alors on voit par exemple que les nouveaux modes de travail qui se dessinent sur ce nouvel équilibre présentiel-distanciel peuvent être un de ces axes stratégiques. Ensuite, les scénarios qui se dégagent des schémas directeurs immobiliers sont aussi valorisés, tant en investissement qu'en fonctionnement. Et je dirais que le schéma directeur immobilier devient très vite un outil de décision stratégique et de dialogue avec la direction, avec, on le voit, de forts enjeux économiques, RH, on parle de qualité de vie au travail des agents qui renvoie à des enjeux de rétention, d'attractivité et d'image. Et donc, l'immobilier, ça reste quand même la partie très visible des évolutions d'une organisation. Et côté Colliers, Aymeric Boon, comment est-ce que vous voyez cette question ? Alors, la spécificité de l'établissement public en termes d'accompagnement, c'est que on a à la fois une politique. Enfin, on répond à une politique publique donc qui vient d'en haut, qui vient de l'État, donc qui s'impose, et puis à la fois une autre spécificité qui est cette notion de service public qui met au cœur du système l'agent. Donc il y a vraiment une volonté non seulement de préserver le bien-être de l'agent, mais d'optimiser sa performance par la transformation de ces espaces de travail. Et donc on a ces deux dimensions qui sont soit convergentes, soit pas forcément facilement conciliables. Mais c'est vrai que cette notion de service public est clé. Et donc effectivement, on fait attention. Vous savez que toute transformation est quand même peut-être un traumatisme. Donc c'est vrai qu'on fait très attention à mettre l'agent au cœur du système et à accompagner le changement en lui expliquant comment ça fonctionne. Alors justement, Michel Turcot, à ce sujet, est-ce que pour vous, le fait d'avoir un élément extérieur qui vient analyser, est-ce que c'est important pour vous, justement, d'avoir un troisième œil qui vient... Alors oui, le troisième œil, tel le cyclope... Comme au théâtre. Le troisième œil est d'un intérêt important. Il y a un adage populaire qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Et quelle que soit la qualité des services qui peuvent mouliner, trouver des solutions, etc., il est intéressant de temps en temps d'avoir une petite sonnette qui nous regarde de loin avec un regard neutre sur le passé et le futur et qui nous guide.
Et donc, je pense que c'est donc essentiel d'être accompagné. Surtout, vous avez, je vous ai dit, le nombre de sites que nous gérons et les surfaces globales. Et il est important d'avoir un peu de recul sur ces missions. Alors, Olivier Chaper, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour vous, quelle est la place de l'UGAP dans ce dispositif ? Oui, je dirais que de manière générale, l'UGAP, c'est le garant du respect du marché conseil immobilier dont Colliers et nous-mêmes, BearingPoint, sommes titulaires. Alors, tant sur le fond, s'assurer notamment que les prestations demandées par les bénéficiaires sont conformes au catalogue de services proposés par le marché, que sur la forme. Et ce qui constitue une véritable assurance pour le bénéficiaire, à la fois dans la phase de qualification, c'est-à-dire la phase amont où on discute de la proposition, que pendant la mission. Du coup, l'UGAP est d'une part assez proche de nous, titulaires, mais aussi assez impliqué sur les dossiers. Alors, de façon opérationnelle, ce qui se passe, c'est que soit l'UGAP remonte un besoin exprimé par un bénéficiaire, et on parle alors de descendants, soit il s'agit d'une prospection que ou Colliers ou BearingPoint fait, qui se traduit, alors on espère, en opportunité, qu'on appelle ascendant. Et en termes d'affaires, on est sur 80% dans la répartition d'ascendants pour 20% de descendants. D'accord. Pour vous, pour Colliers, est-ce que vous travaillez de la même manière avec l'UGAP? Comment est-ce que ça se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait autrefois, en 2015, un marché UGAP qui s'appelait un marché de conseil en organisation qui regroupait l'ensemble de ce qui rentrait dans cette acception d'organisation. Pour plus de clarté, en 2019, l'UGAP a décidé de segmenter ce conseil en organisation en conseil en stratégie, conseil en finance et conseil en immobilier. Donc nous sommes titulaires avec BearingPoint de ce marché conseil en immobilier. Il faut comprendre qu'on intervient uniquement sur des missions de conseil, ça c'est tout à fait clair. À titre indicatif, une société comme Colliers, par le biais des métiers que nous exerçons, peut tout à fait mener des opérations de travaux, etc., qui ne rentrent pas, pour le coup, dans cette catégorie de conseil en immobilier. D'accord. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a finalement, comme le disait Olivier Chaper à l'instant, on a deux clients qui sont évidemment l'établissement public que nous accompagnons et également l'UGAP. Donc c'est bien important pour nous de comprendre qu'il faut servir ces deux clients. D'accord. Alors justement, en ce qui concerne la gestion du parc immobilier d'un acteur public, quel est le spectre de vos missions chez BearingPoint ? On a 4 types de missions. Les schémas directeurs immobiliers dont j'ai déjà parlé, et puis des missions d'organisation de la fonction immobilière, notamment pour des acteurs publics qui ont encore des effectifs pléthoriques dans ces fonctions et qui n'ont pas fait beaucoup d'externalisation des activités de ces fonctions et qui, par le départ naturel des acteurs publics, sont confrontés à un enjeu de continuité d'activité. Et c'est aussi l'occasion de revisiter l'organisation et sa performance. Troisième type de mission, c'est des missions d'accompagnement de projets d'aménagement ou de relocalisation, alors dans une posture d'AMO, qu'on aborde comme des projets de transformation des modes et des espaces de travail, avec un volet très fort pour ce qui concerne BearingPoint sur la conduite du changement. Et dernier type de mission, ce sont des missions autour des systèmes d'information immobiliers. D'accord. Et vous, chez Colliers, comment est-ce que vous accompagnez les acteurs publics ? Nous avons 3 principaux pôles d'intervention. Le premier, c'est le pôle du pur conseil immobilier. Donc on intervient également sur de la stratégie immobilière, du schéma directeur, de la valorisation de l'expertise. On en a beaucoup parlé sur de la conduite du changement, très important dans le cadre de la transformation des espaces de travail aujourd'hui. On a un deuxième pôle qui est un pôle transactionnel, donc on accompagne des acteurs publics ou privés sur tout ce qui est transaction, donc acquisition ou cession d'actifs, ou optimisation des baux quand il s'agit de biens qui sont loués. Et enfin, un pôle que nous appelons projet, qui est, en ce qui concerne l'immobilier, tout ce qui est conception d'espaces de travail. Donc on a des équipes d'architectes, de chefs de projet, de directeurs de travaux qui travaillent sur la conception de ces espaces de travail et aussi des missions d'accompagnement sur des opérations de construction, d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Voilà, principalement ces trois grands métiers. D'accord. Alors, avant d'aborder nos deux cas pratiques, il y a une question d'internaute. Comment est-ce que vous fonctionnez entre Bearing Point et Colliers si vous êtes sur des missions ensemble? Bien. Bien, ça arrive. Il y a une logique. Voilà, soit il y en a un qui est ce qu'on appelle prime, qui est titulaire du marché, et l'autre qui est sous-traitant. Et ça peut être soit Colliers, soit Bearing Point. Donc, ça se fait en bonne intelligence et surtout dans une logique de complémentarité de nos activités. Là, pour le coup, qui est assez facile à gérer. D'accord. Et puis, il y a aussi une logique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Puisqu'il y a des informations descendantes, comme l'évoquait Olivier tout à l'heure, dans ces cas-là, on a une logique de 1 sur 2. On se répartit, on a un tableau de suivi, et on se répartit les informations équitablement entre nous. D'accord. Bon, enfin, le principe de base, dans le cas de ce marché entre Colliers et Bearing Point, c'est un principe de transparence, je dirais. Voilà. Où d'ailleurs, les équipes se parlent quotidiennement au-delà des tableaux de bord et de la gouvernance qui est mise en place. Alors, on va descendre maintenant à Montpellier, à la Montpellier Business School, qui avance avec Colliers sur le projet d'un nouveau campus. Il y a une nouvelle stratégie, de nouvelles ambitions, et nous allons voir comment ce projet s'est redéfini d'une grande école de management dans son nouvel espace. Alors, Bruno Ducas, est-ce que vous pouvez nous décrire le campus aujourd'hui et puis celui de demain? Alors, le campus d'aujourd'hui, c'est un campus qui s'étale donc sur un espace de 6 hectares. Comme je disais en introduction, 14 000 m² de surface de plancher, mais sur des bâtiments qui sont un peu disparates, qui ont été construits depuis 50 ans autour d'un bâtiment principal. Au départ, quand le campus a été construit, il y avait un peu moins de 500 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 3 800 étudiants. Et dans 5 à 6 ans, nous serons un peu plus de 5 000 étudiants. Donc, on est aujourd'hui sur un projet qui est plus sur un campus urbain pour accueillir ces 5000 étudiants et pour pouvoir faire preuve d'évolutivité dans les années à venir, que ce campus ne soit pas obsolète, même avant d'avoir été construit. Là, aujourd'hui, donc, vous avez plusieurs campus différents qui vont être regroupés en un seul. C'est bien cela? Là, aujourd'hui, en fait, oui, on va dire qu'on a 3 lieux différents qui sont quand même sur Montpellier Nord. L'avantage du projet de construction de nouveaux campus, c'est qu'on va pouvoir regrouper l'ensemble des services de l'école sur un même lieu. Et donc, on aura des synergies beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, où 3 types de populations sont un peu disséminés sur 3 bâtiments différents. Voilà. On sera également demain à côté d'acteurs économiques qui permettront des coopérations plus importantes avec l'école. Alors, vous serez sur la ZAC Cambacérès, c'est bien ça? Voilà, la ZAC Cambacérès, qui est donc une nouvelle ZAC en cours de construction à Montpellier. Il y a déjà la nouvelle gare TGV qui est en service depuis maintenant près de 3 ans. Il va y avoir la halle de l'innovation où les entreprises de la French Tech vont s'installer. Plusieurs autres écoles également dans le domaine notamment du numérique vont s'installer à côté. Et puis des entreprises, pas mal de tertiaires. C'est vraiment le quartier en devenir au niveau du tertiaire sur Montpellier les 15 prochaines années. Juste à côté de l'autoroute et à quelques kilomètres seulement de l'aéroport. Et alors sur ce nouveau campus, il y a un impact écologique important, je suppose, pour rentrer dans le cadre de votre stratégie. On va parler après de votre stratégie, de votre vision stratégique, mais... oui, il y a un enjeu écologique qui est très important. Déjà, le quartier Cambacérès va être un quartier avec une empreinte écologique très, très forte. Donc nous, ça nous convient très bien de nous installer dans ce quartier-là. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a guidé notre choix pour ce quartier.
Comme vous le disiez, ça va coller complètement à la stratégie d'école. Je ne sais pas si vous voulez que je développe. Je veux bien que vous développiez justement la stratégie et votre vision du projet justement là-dessus. Voilà. Donc, nous, notre stratégie à MBS, j'allais dire indépendamment du nouveau campus, mais vous allez voir que le nouveau campus fait partie intégrale de cette stratégie, c'est de proposer de plus en plus à la fois d'enseignement, mais également de projets sur le E de RSE. On s'est développé depuis une vingtaine d'années sur le S de RSE avec tout ce qui est ouverture sociale, diversité, accueillant aujourd'hui près de 30% de jeunes venant de classes sociales modestes. Et là, pour les 5 prochaines années, nous mettons l'accent sur la transition écologique. Et donc, dans le campus où nous sommes actuellement, c'est assez compliqué d'être exemplaire en matière, parce que le campus est vieillissant et qu'il faudrait faire de très importants investissements. On en voit aujourd'hui les limites, même si on a bien amélioré le cadre de vie depuis quelques années. Donc, ce nouveau campus que nous allons faire construire dans le quartier Campus RS, ce sera un campus qui sera exemplaire sur le plan écologique. On va en faire un campus avec une empreinte carbone, un bilan carbone le plus bas possible, et puis un campus à énergie positive. Donc ça va vraiment être notre vitrine pour montrer notre stratégie en matière d'écologie, de transition écologique. On parle de quoi comme budget ? Alors, ce projet, c'est un projet qui est encore un peu plus global que celui de MBS, puisqu'il y a d'autres composantes, un centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault également, qui s'implantera sur ce nouveau campus, et une antenne montpelliéraine de la Chambre régionale. En tout, c'est presque 30 000 m² de surface de plancher. Quand je dis que c'est un campus urbain, on va être sur seulement 7500, une parcelle de 7500 m², sur laquelle il va falloir construire donc 30 000 m² de surface de plancher. Et en ce moment, on est en pleine phase de travail de la part de 4 architectes qui ont été présélectionnés pour nous proposer un projet. Et on choisira le lauréat dans quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé l'accompagnement de Colliers justement sur ce dossier du campus en général? Bien sûr, Colliers nous accompagne maintenant depuis un peu plus d'1 an. Il y a eu un accompagnement avec deux branches, si je puis dire. Un accompagnement pour rédiger le programme fonctionnel détaillé, qui sert justement aujourd'hui aux 4 architectes qui ont été présélectionnés, et un accompagnement en même temps sur la conduite du changement. Nous avons voulu, avec Colliers, mettre en place un travail très collaboratif sous la forme d'ateliers qui ont réuni des représentants de nos différentes catégories d'utilisateurs, à la fois, bien entendu, des salariés, des administratifs et des enseignants. Nous avons aujourd'hui une centaine d'enseignants et d'intervenants occasionnels sur MBS, des étudiants également, et puis des entreprises partenaires et des membres de notre gouvernance. Et cet accompagnement qui a débouché sur le programme fonctionnel détaillé se poursuit aujourd'hui sur un accompagnement à la conduite du changement. Parce que déménager dans un nouveau lieu, avec des bureaux, des salles de cours qui sont complètement différentes de ce qui existe aujourd'hui, ça suppose aussi d'accompagner l'ensemble de nos parties prenantes au changement. Et donc là, on est engagé sur ce chantier-là. Nous allons également avoir une phase d'atelier avec l'architecte qui sera sélectionné pour quelques semaines pour dialoguer avec lui et adapter nos espaces intérieurs à réellement nos besoins ou aux besoins des différents utilisateurs. D'accord. Alors, on a un autre exemple frappant, c'est celui de la ville de Nice et de la communauté Nice-Côte d'Azur, qui est accompagnée par Bearing Point dans le cadre de son schéma directeur immobilier. Michel Turcot, quel était le facteur déclencheur pour vous qui a poussé à engager ce schéma directeur immobilier? Le déclencheur, ça a été d'abord une volonté forte de notre exécutif. Le maire de Nice, qui est aussi président de la métropole, nous poussait fortement. Nous avions aussi fini les premières phases de stabilisation
de pilotage de cet immobilier qui est quand même conséquent. Et finalement, l'accompagnement, c'est ce qu'on disait au début, l'accompagnement a été une évidence. Après, c'est poser les questions de financement de cet accompagnement et de choix d'outils de commande. Vous savez, la particularité, je dirais, pour rester soft, la particularité des collectivités territoriales dans la capacité d'engager des finances. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé plusieurs hypothèses, notamment de faire des marchés isolés ou de passer par l'UGAP. Et je voudrais préciser par rapport à Colliers, etc., c'est que non seulement nous avons utilisé les services de Bearing Point à travers le marché UGAP, mais nous utilisons aussi à travers le même marché les compétences de Colliers dans l'analyse financière des valeurs de nos baux amphithéotiques, puisque la ville de Nice, historiquement, a une trentaine de baux amphithéotiques de grands hôtels ou de grands ensembles immobiliers de la côte, et nous voulions aussi les valoriser. Donc, c'est pour répondre à votre exemple, nous avons utilisé les deux acteurs. D'accord. Alors, quelles sont les grandes orientations de ce schéma directeur immobilier? Alors, les grandes orientations en termes de démarche ou le futur? Le futur. Alors, le futur, justement, c'est d'intégrer, et ça a été l'objet de plusieurs échanges, d'intégrer la course en avant que nous avons menée à cause et grâce de la Covid-21, de l'intégrer sur notre gestion du parc immobilier et de dire comment se servir de l'expérience du Covid pour améliorer le parquet immobilier, sachant que, comme le disait l'intervenant de Colliers, la collectivité a plusieurs types d'immobilier. On a un immobilier d'appartements qui ne sont pas des parcs sociaux, de commerce, etc., qui finalement est un centre de profit. Et l'accélération des problématiques liées à la Covid et donc à la réduction de l'activité nous a fait plutôt nous recentrer sur le parc de bureaux. Pour la ville de Nice et la métropole, nous sommes répartis sur 122 implantations qui représentent 120 000 m² de bureaux. C'est les simples bureaux pour faire fonctionner la machine. Et donc, nous avons travaillé énormément là-dessus, sur la réduction des surfaces, la modification des modes de travail, avec des espaces, mais tout a déjà été dit, la modification des espaces, la réduction des espaces, la modification de façon de travailler. Et l'idée, c'est aussi de dire, est-ce que pour nous, il est intéressant de continuer avec des bâtiments en pleine propriété ou des bâtiments en location, par exemple, pour se rapprocher des techniques qui sont déployées dans les parcs immobiliers du privé. D'accord. Alors justement, une petite question à l'un de vous deux, une question d'internaute. Qu'est-ce qu'on fait de ces locaux vacants quand on décide de rationaliser? Emery Goun, est-ce que... Oui, il y a une question de gestion de bon père de famille, des locaux vacants. Alors, s'ils sont en propriété, on va essayer de les céder. Alors, peut-être effectuer des travaux avant cession, parce que on est là aussi pour conseiller un établissement public pour valoriser son bien, mais effectivement, les céder au meilleur prix. S'ils sont en location, bien évidemment, cesser un bail dans les meilleures conditions et sortir quelquefois d'ailleurs en cours de bail dans des conditions les meilleures. C'est finalement, encore une fois, une gestion de patrimoine classique selon les cas. Alors, je ne sais pas si Olivier veut rajouter quelque chose. Alors, je pense quand même que la situation n'est pas simple aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation très particulière où on a une occupation très réduite des locaux tertiaires. Mais on va revenir à une situation de nouvellement normale où on aura une occupation plus élevée, mais qui sera de toute façon inférieure à avant la pandémie. Et la problématique aujourd'hui, c'est soit on est propriétaire, il faut revendre des mètres carrés, et c'est pas évident, soit on est locataire et on est lié par des baux 369 très engageants qui ne permettent pas de restituer des mètres carrés comme ça sur le marché. Donc on voit poindre des solutions de
sous-location ou de location avec des formules de type, je parle des espaces tertiaires, hein, des formules de type corpo working, c'est-à-dire location ou sous-location d'espaces de mètres carrés à d'autres entreprises ou d'autres acteurs publics, sous forme de plateau projet, où on voit repoindre l'idée d'héberger des startups moyennant des baux précaires dans une logique d'incubation. Voilà, pour générer des revenus à partir des mètres carrés vacants. D'accord. Michel Turcot, je reviens à Nice. Comment s'est passée la collaboration avec BearingPoint dans sa mission de conseil? Écoutez, c'est très bien passé. C'est une société qu'on ne connaissait pas, qu'on a choisi par rapport à la facilité, je le disais, l'outil d'achat et la capacité de démarrer très vite. Hein, je vous le disais lors de la préparation. Nous avons, entre le choix et la première prise de contact et le début du travail, tout ça s'est passé en moins de 3 mois pour lancer un diagnostic immobilier. Et on a eu grâce à Olivier Chappert, la possibilité d'avoir face à nous des intervenants, et son équipe a été très disponible en pleine épidémie de Covid, donc avec les interruptions que nous avons tous connues. Et finalement, 3 mois pour démarrer l'opération après la décision de le faire, sans marché public de grande taille, et finalement un rendu, moins d'1 an après le début, un rendu dans le bureau du maire qui a pris immédiatement les décisions, ce qui fait que l'opération globale aura duré pour plus d'1 million de mètres carrés de plancher, 1 année au total. Donc effectivement, on est relativement satisfait tant du résultat que du chemin employé. Alors, pour vous, il y a un mot qui est important dans ce projet, c'est la co-construction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi c'est important de travailler ensemble avec les équipes, etc. Je pense que c'est une évidence de co-construire. On ne peut pas systématiquement faire la maison du voisin avec nos propres goûts, nos propres appétences et notre propre expérience. Dans une collectivité comme les nôtres, il y a plusieurs centaines de métiers différents, avec des gens de cultures différentes, avec des objectifs différents. On n'a pas la même culture quand on doit déneiger les routes des stations de ski qui nous amènent dans nos beaux sommets du Mercantour que nos collègues qui gèrent les ports sur le littoral entre Èze et Cagnes-sur-Mer. Donc globalement, il faut que tous les acteurs soient autour de la table, accompagnés, pour que tout le monde puisse être entendu et que finalement le projet soit le plus grand dénominateur commun. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans ce dossier en particulier? Les défis sont, c'est le même sujet que vous évoquez, c'est-à-dire la co-construction. C'est qu'effectivement, sur une collectivité de 12 000 personnes avec une centaine de grosses directions, la consolidation des dossiers a été un défi très important. Et surtout le travail ensemble, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter, et on revient au sujet initial qui pour moi est le fondement, de co-construire et d'écouter chaque besoin. Et c'est vrai que Colliers, dans son programme, alors à distance, alors qu'on n'avait pas toujours prévu d'être à distance, a pris le temps d'écouter directeur par directeur, directeur général par directeur général, pour écouter ce qui allait pas et quels étaient ces projets dans un avenir relativement court, puisque nous avons fait le choix de développer un audit de stratégie immobilière objectif 2026-2030. La crise a été un accélérateur flagrant? Oui, bien évidemment. D'accord. Pour un projet de cette envergure, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les facteurs clés du succès? Pour moi, les facteurs clés du succès, c'était d'abord le niveau de leadership qu'il y a eu dans notre collectivité. Directement, nous étions en lien directement avec le directeur général des services et sous le contrôle, je ne vais pas dire permanent, j'exagérerai, mais de Christian Estrosi, notre maire président, qui tenait particulièrement à avancer à haut cadencement sur ce sujet. Ça a été important.
Et globalement, comme un match, on ne peut pas le faire tout seul dans l'équipe. On a eu aussi un accompagnement avec BearingPoint et Colliers qui a travaillé donc sur la valorisation de nos baux amphithéotiques. On a eu un cadencement très exigeant et tout le monde a joué le jeu. Et comme je vous le dis, 1 an après la décision, on clôturait l'audit dans le bureau de notre exécutif. D'accord. Alors, quelles sont les prochaines étapes de ce schéma directeur? Les prochaines étapes, d'abord, on est en train de finir quelques études, puisque on est sur des schémas où nous avons fait le choix d'arrêter la totalité des prises à bail sur le mobilier, sur les bureaux, en tout cas, qui représentent une partie, 10% de notre parc. Donc on est en train de finir des faisabilités pour construire des immeubles pour compenser les surfaces que nous allons rendre à nos propriétaires. Et deuxième étape importante, c'est transformer ce schéma purement technique, etc., en projet politique, en faisant délibérer tant la métropole Nice-Côte d'Azur avec la totalité des élus que le conseil municipal de Nice, pour inscrire ce schéma immobilier en dur dans la politique des 5 à 10 prochaines années. D'accord. À propos de la pandémie, on parle beaucoup de tiers-lieux, de réorganisation, de télétravail. Vous, comment est-ce que vous voyez ça justement demain? C'est une petite question prospective sur l'immobilier et le travail. C'est clair qu'on est en pleine... Nous, en termes d'immobilier et travail, effectivement, on a décidé de réduire de façon assez importante, mais je ne peux pas développer plus avant que le conseil municipal n'ait pu délibérer, mais de réduire énormément le nombre de postes de travail par rapport au nombre d'agents. Donc effectivement, en 2026, il y aura beaucoup moins de postes de travail qu'il y a d'agents dans la collectivité. C'est de travailler effectivement sur les méthodes d'aménagement et travailler au-delà du télétravail et du nomadisme, en partant du nomadisme, de travailler sur des tiers-lieux. Et comme vous le savez, Nice étant cédée entre la mer et la montagne, je parlais du déneigement des routes, et on a beaucoup de nos collègues qui traversent le département, la métropole, en descendant des hautes vallées avec les villages qui ont malheureusement défrayé la chronique à travers la tempête Alex, mais qui descendent tous les jours sur le littoral pour travailler. Et nous allons créer des tiers-lieux équus répartis sur le territoire en travaillant sur les cartographies des domiciles de nos agents pour trouver effectivement des lieux conviviaux, des lieux bien équipés en matière d'impression, de scan, de véhicules électriques pour déplacer sur le territoire, pour trouver des méthodes intermédiaires. Donc on aura le choix de travailler de la maison, depuis le tiers-lieu où on regroupera tous les gens d'une même vallée qui pourront effectivement mélanger leurs expériences et débattre des dossiers communs, ou alors de façon plus prosaïque en venant au bureau, mais effectivement peut-être plus dans des bureaux nominatifs et dans des espaces partagés. Olivier Chappert, c'est la question aussi de prospective. Je pense que Michel a tout résumé. Moi, j'ajouterais juste un point. Je pense que le lieu de travail, sur la base de ce que vient de dire Michel, va devenir un lieu essentiellement collaboratif, où on vient pour socialiser, co-créer, travailler en mode collaboratif. Et du coup, on va voir le renforcement des espaces collaboratifs, des salles de réunion, qui aujourd'hui occupent à peu près 1/3 des espaces de bureau, et ça va représenter 2/3. Aymeric Boun. Et moi, j'ajouterais, évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'ajouterais un aspect conduite du changement. On a parlé beaucoup de l'agent au centre du dispositif. Ce côté hybridation des espaces de travail oblige à être assez vigilant sur l'encadrement, le management, l'accompagnement de l'agent, parce que c'est radicalement différent et qu'on voit bien aujourd'hui que c'est compliqué. Donc, dès qu'on parle d'humain, il faut aussi faire très attention à mettre l'humain au centre du dispositif immobilier, et c'est un point de vigilance fondamental. D'accord. Juste pour terminer, Bruno Ducas, sur cette question du téléenseignement, du lieu, un petit peu de prospective, peut-être, sur ce qui va se passer demain pour les étudiants.
Comme toutes les entreprises, hein, une école a dû s'adapter également. On a vu arriver les cours en hybride, avec des étudiants qui sont en face à face dans la salle de cours, en face d'un professeur, et en même temps, en simultané, donc d'autres étudiants qui sont à distance. Nous avions déjà, pour nos salariés, un accord télétravail. Et donc, sur 300 salariés, 100 salariés pratiquaient déjà le télétravail 1 jour ou 2 par semaine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les demandes sont plutôt autour de 2-3 jours de télétravail par semaine. Alors, je pense qu'il faut être prudent quand on entend le patron de Facebook dire que 40% de ses salariés veulent rester à 100% de télétravail. Très franchement, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la tendance dans les PME. Toutes les entreprises ne sont pas des entreprises qui sont installées dans les tours de la défense. Et donc, ça complexifie les projets immobiliers. Parce que comme plusieurs des intervenants l'ont dit, va avoir à repenser nos espaces pour avoir plus de salles de réunion. Mais lorsque vous avez des salariés qui sont quand même là 2 ou 3 jours par semaine, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des bureaux. Et attention aux espaces partagés, en tout cas à ce qu'on appelle les open space, ça ne fonctionne pas si bien que ça, parce qu'il faut vraiment les généraliser. Et donc, on est plutôt, nous, à réfléchir à des espaces partagés, mais en plus petite équipe. D'accord. Écoutez, ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants pour nous avoir éclairé sur cette thématique de l'immobilier, un levier de transformation pour les administrations. Merci aux internautes de nous avoir suivis et pour leurs questions. N'oubliez pas que vous pouvez noter et commenter ce webinaire. Et pour finir, ce dernier sera disponible dans la journée en replay sur le site du Moniteur. Merci à vous.